Le MEDEF parle ce matin sur RMC BFM TV par la voix de Thibault Langsade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables du MEDEF aujourd'hui, l'un des vice-présidents aux côtés de Pierre Gattaz. Vous êtes président du pôle entrepreneuriat et croissance du MEDEF. Bon, le patronat parle, on va voir ce que vous avez à dire. Mais j'ai une simple question pour commencer. Qui est le Premier ministre de la France ? C'est Jean-Marc Ayrault. Ah bon? Moi j'avais cru que c'était Pierre Gattaz ces derniers temps. Non, parce qu'il est très exigeant, Pierre Gattaz, non? Mais les entreprises sont exigeantes compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes. Et donc là-dessus, on a un discours qui bouscule un peu, qui est un peu détonnant quand on va sur le discours de l'emploi. Il a de la résonance et il est heureux que l'on écoute les chefs d'entreprise. Maintenant, il faut passer de la parole aux actes. Alors, nous allons entrer dans le détail. Le pacte de responsabilité, Pierre Gattaz ne veut pas d'un observatoire des contreparties. Non. Il préfère un comité de suivi. Il demande un moratoire sur les projets de loi du gouvernement. Non. Pas de projet de loi, pas de texte de loi sur les stages, sur la pénibilité, sur l'apprentissage, sur les contrats de génération à signer. Vous savez que des sanctions sont prévues sur le dispositif de la loi Hamon qui oblige à consulter le comité d'entreprise en cas de vente d'une entreprise. Mais vous ne voulez rien ou quoi? Mais non, c'est un peu le zigzag. Tout ceci, ce sont des marqueurs et qui génèrent, qui suscitent. Donc vous dites non à tout ça? Non, mais qui suscitent de la défiance et de la méfiance. Donc est-ce que vous dites non à tous ces textes de loi? Tous ces textes de loi sont des marqueurs qui ne sont pas positifs pour l'entreprise. Donc vous dites non? Nous disons non, c'est pas nous qui votons les lois, donc nous disons ce sont des marqueurs, et donc il vaut mieux pour le moment laisser passer. Donc vous n'en voulez pas? Ce sont des lois qui sont pénibles pour les entreprises, et on les a expliquées tout au long des discussions qu'il y a pu y avoir, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Ça fait partie de ce zigzag qui est exaspérant pour un patron. Maintenant, on a besoin de stabilité. Moi, j'entends le président de la République qui nous dit, mais depuis son arrivée, qu'il veut de la stabilité. Bon, on parle de simplification. Alors ça, c'est le grand chantier. On attend beaucoup de la simplification. Et puis à côté de ça, vous mettez en place la pénibilité, si soit dit au passage, ce qui induit que le travail est pénible. En termes de valeur, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais surtout, c'est une usine à gaz. Demander à tout patron de remplir ses fiches de pénibilité par secteur, c'est totalement impossible. Donc c'est kafkaïen. Arrêtons d'être schizophréniques. Donc, allons droit au but. On suspend tous ces textes de loi en sorte que les entreprises puissent croître sereinement dans la période difficile dans laquelle nous sommes. On va entrer dans le détail, Thibault Langsade. Le pacte de responsabilité, ce fameux pacte de responsabilité. Vous avez demandé combien au départ? 100 milliards d'euros de baisse de charges. 116 milliards, 116 milliards, oui. Sur d'ici 2020. Oui, d'ici 2020. Et ça n'a pas été balancé comme ça. Oui. Ça permet de rattraper l'écart de compétitivité que nous avons vis-à-vis de l'Allemagne. Donc d'ici 2020, 116 milliards. Et que l'on articule sur deux leviers, sur la baisse du coût du travail et une baisse de la pression fiscale. Alors 116 milliards et en contrepartie, parce que vous affichez les contreparties dont vous ne voulez pas finalement, mais enfin c'est 1 million d'emplois. Vous avez le PINS, là, 1 million d'emplois. C'est ça, vous l'avez sur votre boutonnière. Exactement. 1 million d'emplois. Exactement. Mais c'est ce qu'on créerait normalement, 1 million d'emplois. C'est 1 million d'emplois en plus? Je voudrais juste vous dire, 1 million d'emplois en plus? Attendez, c'est d'emplois nouveaux, oui, parce qu'on va continuer, on va continuer à détruire de l'emploi. Le nouveau n'est pas sur le Bourdin. La croissance de la France, prévue par tous les experts, en 2014, elle est de 0,9%. On va continuer à détruire de l'emploi. Vous savez très bien, et vous êtes aussi un observateur, que pour arrêter le chômage et inverser la courbe, il faut avoir au minimum 1,5 de croissance. Il y a urgence. Donc c'est pas acquis. C'est pas acquis. Je voudrais vous dire quelque chose d'extrêmement grave que l'on a observé vendredi. Les marges des entreprises, qui auparavant étaient à 28%, ont chuté à 22%. L'ensemble des entreprises en France ont un niveau de marge de 22%. Je voudrais juste vous rappeler que le niveau allemand, il est à 41% et la moyenne européenne est à 35%. C'est dramatique. Je veux dire qu'il y a une mobilisation. La situation est dramatique là. Aujourd'hui, la situation des entreprises est dramatique. Enfin, non seulement vous avez une croissance de 0,9 pour assurer les futures commandes, vous avez une sécheresse des carnets de commandes en ce moment, et pire, on commence à avoir des contractions sur les trésoreries des petites et moyennes entreprises. Ah oui, la situation est particulièrement préoccupante pour les entreprises. Vous demandez une baisse des charges. En fait, le MEDEF n'a pas tout à fait la même position que les toutes petites entreprises ou que les artisans. Alors attendez, je voudrais quand même vous dire... Oui.
je voudrais quand même vous dire quelque chose. Oui. Parce qu'il faut quand même tuer le truc. Tuer quoi? Non mais je vais vous dire, c'est qu'on dit souvent, ah oui, mais le MEDEF c'est les grandes boîtes, ça représente pas toutes les entreprises. Bon, le MEDEF c'est 750 000 adhérents, Jean-Marc Bourdin. Oui, mais une fois qu'on a retiré le SBF 120, oui. Une fois qu'on a retiré le CAC 40, qui fait partie les 120 plus grosses sociétés, entreprises, voilà. qui fait partie également le CAC 40. Et le CAC 40, une fois qu'on a retiré les 5000 entreprises de taille intermédiaire, d'accord, il reste essentiellement des PME et des TPE que nous représentons au MEDEF. Donc nous sommes préoccupés par les PME et les TPE au MEDEF. Vous êtes préoccupés, mais enfin, je vois que les artisans et commerçants ne sont pas du tout sur la même ligne que vous. Et on va comprendre sur la baisse des charges. Vous demandez le maintien du fameux CICE, on est bien d'accord. Crédit emploi, hein, compétitivité emploi. On est d'accord. Vous demandez une baisse de la moitié des cotisations familiales, c'est bien ça, hein, payées par les entreprises. Et le maintien des allègements Fillon. Alors, qu'est-ce que les allègements Fillon pour que les auditeurs comprennent? Je veux dire, c'est une baisse de charge sur les bas salaires, entre 1 et 1,5 du SMIC. Mais oui, mais c'est kafkaïen. À force, ça fait 30 ans qu'on a une politique qui est totalement incompréhensible pour les entreprises et compliquée. On a rajouté des millefeuilles, on a créé des impôts et au-dessus des impôts, on a mis des antidouleurs, on a mis des allègements. Et donc aujourd'hui, on a un système qui est extrêmement simple. Et quand on veut être simple pour dire on n'a qu'à supprimer le CICE et puis on va le remplacer par des baisses de charges, mais il faut aller jusqu'au bout. Et quand on dit on fait une baisse de charge uniquement sur un transfert des charges famille sur un autre dispositif, ce n'est pas suffisant. Donc quand vous êtes obligé de regarder l'équation économique, c'est pas simple et on le regrette, mais vous êtes obligé de poser une équation avec des inconnus et vous dire quel est le système qui est le plus profitable pour l'entreprise. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de réaliser qu'il faut maintenir la contribution sur les bas salaires Fillon, il faut maintenir du CICE et évidemment abonder par une baisse des cotisations. C'est ce que le gouvernement va faire selon vous? C'est ce que nous avons proposé. C'est ce que nous avons proposé. Il y a eu un long débat. C'est ce que le gouvernement va faire. Ça, j'en sais rien. On va lui poser la question, on va lui donner nos recommandations. Mais on peut regretter que ce soit pas audible pour un chef d'entreprise. Et vous dites que le gouvernement applique votre politique, quoi. On aimerait bien que le gouvernement. Vous dites 50 milliards de baisse de charges sur le coût du travail, 50 milliards sur. Je pense qu'on peut se passer d'un certain nombre de dispositifs. Que le gouvernement applique notre politique, nos recommandations. C'est bien ce que vous dites. Mais c'est pour l'emploi. C'est pour l'emploi et pour notre économie. Bon. Il y a un moment où on peut faire confiance aux entreprises. Si je suis artisan et commerçant, moi je ne veux pas du CICE. Parce que je ne toucherai rien. Si j'ai un salarié, d'abord si je suis entreprise individuelle, je ne touche rien. J'ai pas de salarié. Et ensuite, si j'ai un ou deux salariés, je ne toucherai rien. Donc je n'en veux pas. La logique des TPE et PME n'est pas la logique des grandes entreprises. Vous le savez bien. Je comprends la ligne et la direction. Je comprends le souci de simplification. Il n'en reste pas moins que si on supprime tout simplement le CICE et on donne uniquement cette baisse de charge, il sera perdant. Et pourquoi? Parce que ça ne compensera pas l'attractivité des charges. Le CICE n'est pas gagnant, l'artisan. Mais il ne faut pas lui supprimer la totalité. Mais non, c'est pas vrai. Vous pouvez pas dire ça. Qui va toucher le CICE? Et tout le monde touche le CICE. Les entreprises qui auront beaucoup de salariés? Mais tout le monde touche le CICE. Oui. Tout le monde. Quand vous avez un salarié, vous toucez quoi? Mais vous touchez le CICE. C'est tellement ridicule que ça coûte plus cher de remplir les papiers. Mais c'est pas plus ridicule qu'une baisse de charge de 3%. Non, attendez. C'est pas ce que disent les artisans et les commerçants. C'est compliqué, je vous l'accorde. Il faut remplir un formulaire, je vous l'accorde. Mais d'un point de vue purement mathématique, vous pouvez pas dire ça. Bon, alors où est-ce que vous en êtes dans le calendrier? Parce que vous avez fait vos recommandations, vous discutez d'un côté avec les partenaires sociaux. Alors le 28. Le gouvernement vous écoute ou ne vous écoute pas, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il vous écoute, selon vous? Il faut pardonnez-moi, je finis, mais Pierre Gattaz était un peu compliqué dans sa communication. Il a un peu dit tout et le contraire de tout, non? Non, je crois pas. Mais est-ce que vous avez Pierre Gattaz, il tient un discours de cohérence, de vérité et de sincérité. Et donc, c'est pas un discours qui est politique. C'est un discours qui s'adresse aux chefs d'entreprise pour prendre en compte leurs revendications. Et donc, quand ça va, il le dit, et quand ça va pas, il le dit aussi. Et donc, pour les observateurs, on peut se dire, tiens, on a du mal à le suivre. Quand il y a eu la parole présidentielle le 31 décembre, suivi de sa conférence de presse, quand il a affiché le cap et la direction, notamment relancer l'offre, 3 fois il l'a dit, le cap est bon. Maintenant, où est-ce qu'on en est? On est un peu dans le brouillard. Premier point sur la baisse du coût du travail. Oui, pour le moment, on ne sait pas très bien si on maintient le CICE, si on le compense. On ne sait pas. Donc il y a un pot de brouillard.
on en est où sur la fiscalité? Il y a eu les assises de la fiscalité. Je veux dire, c'est très clairement, il faut une baisse de la fiscalité, mais pour le prochain projet de loi de finances de 2015. Parce qu'il y a urgence. Mais pour le moment, on voit rien. Alors, je vais vous en parler. Bon, qu'est-ce que vous demandez clairement ce matin? Vous demandez au gouvernement d'aller vite, vous fixez des échéances, il faut aller extrêmement vite. Une fois de plus, je reviens sur le taux de la croissance que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est extrêmement bas, et le niveau de marge des entreprises qui ne cesse de décroître. Donc il y a une situation d'urgence vis-à-vis des entreprises. Et c'est pour ça que quand on parle de ce pacte de responsabilité, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est que vous avez une entreprise qui est malade, et vous avez le médecin qui vient au chevet du patient et qui dit qu'est-ce que tu me donnes si je te soigne. Et ça tient pas la route. Bon, Thibault Langsad, il faut le financer, ce pacte. Et je reviens sur ma fameuse question des 50 milliards. Où trouver l'argent? Quelles sont les solutions du MEDEF? Alors, les idées du MEDEF? On y travaille. Et bien évidemment, ça doit s'accompagner d'une baisse de la dépense publique. Oui, ça on est d'accord, c'est une baisse de la dépense publique, mais les économies, on les fait où? Alors, il y a maintenant des réflexions qui doivent être menées. Il faut aller chercher cet argent probablement sur la simplification administrative, locale, territoriale. On baisse le nombre de fonctionnaires. On baisse le nombre de fonctionnaires. Qui prendra du temps, parce qu'on sait très bien qu'on ne fusionnera pas les régions et les départements. Est-ce que vous êtes favorable à une baisse du nombre de fonctionnaires au MEDEF? Mais c'était pas forcément une mauvaise chose que de maintenir et de contenir les fonctionnaires, notamment dans les collectivités locales et territoriales. Non mais attendez, il y a un certain nombre de pistes qu'il faut maintenant mettre en avant, mais c'était pas forcément une mauvaise idée. Diminution de certaines aides sociales? Il faut réfléchir comment on peut mieux répartir certaines aides sociales et comment on peut mieux juguler en fonction de la crise. Quand on propose quelque chose sur le chômage, qui est de dire quand la situation économique va bien et qu'on est sur le chemin du retour du plein emploi, peut-être qu'on peut avoir des mécanismes d'indemnisation différents que quand on est dans une situation économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez... Ça veut dire tout simplement que quand on est chômeur, on touche moins longtemps? Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas ça justement, je vous pose la question. La question, c'est de dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une configuration de plein emploi, où vous avez une chance très rapide de retrouver un emploi dont le délai est plus court que la période d'indemnisation, pouvez-vous dire on peut réduire la période d'indemnisation. Quand on est dans une situation économique compliqué, où le retour à l'emploi est compliqué, on peut peut-être étendre cette période d'indemnisation. Donc là, on peut créer un système vertueux qui permet de mieux indemniser. Donc on revoit l'indemnisation des chômeurs. Vous êtes en train de discuter avec les partenaires sociaux. Qui pour l'instant n'avance pas beaucoup. Le régime des intermittents... On a 18 milliards de dettes. Si on fait rien, on passe à 22 milliards. Et d'ici quelques années, on sera à 40 milliards. Donc il y a un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Le régime des intermittents, c'est une anomalie ou pas? Le régime des intermittents, il y a deux choses. Il faut maintenant étendre probablement... Intermittents du spectacle. Intermittents du spectacle. Il faut probablement étendre la solidarité que l'on a sur ce système qui a été mis en place autour des intermittents. Et donc il y a une proposition qui est peut-être de l'étendre en termes de cotisation à la sphère publique, ce qui ne serait pas totalement incohérent. Et puis le deuxième point, à partir du moment où on parle d'un système d'égalité, il faut peut-être niveler donc c'est une anomalie ce régime? C'est un fait, il faut le gérer maintenant. Est-ce qu'il est anormal? Est-ce qu'il est... il a été vertueux à une époque, il a été mis en place, maintenant, il faut le corriger. Je ne dis pas qu'il est plus vertueux aujourd'hui, il faut le corriger. Parce que je vois Laurence Parisot, qui présidait le MEDEF il y a peu, qui nous dit ça n'a rien d'une anomalie. Jean-Marc Blondin, il faut quand même regarder dans les propositions qui ont été faites. Il y a une proposition qui permet justement de mieux prendre en charge cette problématique des intermittents, c'est sur les droits rechargeables. Non mais ce que je veux dire c'est que allons-y et égrenons, n'ayons pas de tabou. N'ayons pas de tabou. Une majorité des Français sont d'ailleurs d'accord pour revoir les systèmes et faire en sorte que ce soit équitable pour tout le monde. Et là, on parle, en l'occurrence, de droits rechargeables pour tous les salariés, y compris les intermittents. J'ai trois questions. Imposition des entreprises, 35 heures et la fameuse retenue à la source. Imposition des entreprises. Le président de la République avait promis de moins imposer les PME que les très grandes entreprises, ce qui n'est pas le cas du tout. D'abord, on est en train de regarder, on est en train de voir que économiquement, l'écart entre les PME et les grands groupes se réduit comme une peau de chagrin. Donc il faut arrêter le mythe. C'est le mythe de dire il y a les gros qui payent pas parce qu'ils arrivent à s'évader fiscalement et les petits qui sont... C'est pas vrai, ça? Mais l'optimisation, c'est condamnable, il faut arrêter. L'optimisation, c'est normal, c'est un devoir pour un chef d'entreprise de le faire, l'optimisation. C'est un devoir.
Il est normal qu'une TPE, une PME paie les mêmes impôts, le même montant qu'une très grande entreprise ou pas? Il faut arrêter. Mais bien sûr que c'est normal. Ça voudrait dire que... non mais attendez, il ne faut pas tenir une analogie. Les particuliers qui gagnent beaucoup d'argent paient plus d'impôts que... Mais vous faites une erreur. Alors, vous ne confondez pas, il ne faut pas confondre le particulier l'entreprise. Et l'entreprise. Ça ne rime à rien, il n'y a pas des entreprises pauvres et des entreprises riches. Elles sont dans une logique économique. Donc il y a des entreprises de petite et de grande taille. Surtout, ne tombez pas dans ce travers-là. Non, mais je vous pose la question. Je ne tombe pas dans ce travers, je vous pose la question. Les petites entreprises, si je comprends bien, paient normalement leurs impôts et pas trop d'impôts. Il y a un système qui... Est-ce qu'on paye trop d'impôts? Est-ce que vous, les entreprises, vous payez trop d'impôts? Oui. Oui, on paye trop d'impôts. Et d'ailleurs, nous demandons que d'ici 2020, il y ait un allègement de la pression fiscale de 50 milliards. Ce qui nous permettrait d'avoir... Vous payez combien en moyenne aujourd'hui? Si on tient... Fiscalité, oui. Si on tient un différentiel... 3, 35%, 38%. Oui, c'est à peu près le taux d'IS qui est imposé à toutes les entreprises, puis après qui varie en fonction d'un certain nombre de dispositifs que les entreprises auxquels peuvent prétendre. Mais quand j'ai une TPE, je peux pas pratiquer d'optimisation fiscale, même si c'est pas hors la loi, si c'est pas illégal, vous le savez bien. Bien sûr, mais vous avez une grande... Pourquoi ne pas moduler les impôts en fonction de la taille de l'entreprise, non? Ou des résultats. Ou des résultats. Non, mais je dis ça comme ça. Non, est-ce que... Ce raisonnement est un raisonnement qui est de dire il faut tenir compte. Enfin, c'est une analogie avec l'impôt des personnes. Un centre de profit, une entreprise, n'est pas une personne. Bon, la retenue à la source, vous y êtes favorable ou pas? Il faut regarder l'impact. C'est pas forcément évident d'abord à mettre en œuvre. Ça nécessite d'avoir une très bonne connaissance et d'aller très loin sur l'information qu'on détient des salariés. En soi, ça fait partie d'une simplification parce que c'est quand même plus simple d'avoir une fiche de paie. Mais vous y êtes favorable ou pas? C'est pas si simple que ça. Bon, vous savez pas c'est pas si simple que ça ou pas. Il faut vous pouvez vous dire ce que je veux dire c'est que vous pouvez dire travailler la question, j'imagine, au MEDEF. Vous pouvez dire spontanément bien sûr que c'est plus simple, tout ce qui mais une fois que ce qui est plus simple n'est pas forcément de ce qui est plus efficace. En tout cas, il faut y réfléchir. Il faut véritablement y réfléchir. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Non, pas réellement. Non, ça fait partie des vieux serpents de mer. Il y a un moment où il faut mettre en place les réflexions. Et pour le moment, la réflexion n'est pas posée. Et les 35 heures, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire avec les 35 heures? Sur les 35 Qu'est-ce que vous heures, dites au MEDEF? Non, mais sur les 35 heures... Est-ce qu'il faut, je sais pas, travailler 39 et être payé 35 heures? Non, c'est pas ce qu'on se dit. C'est pas ce qu'on dit. Il y a un moment. Qu'est-ce que vous dites alors? Non, mais il y a un moment où, sur la réflexion sur les 35 heures, il faut faire en sorte qu'on puisse dépasser le débat. Ça veut dire quoi, dépasser le débat? C'est que, à un moment, on peut se dire que la durée du temps de travail pour un salon de coiffure, pour un décolleteur dans la vallée de l'Ar, pour un pilote de Boeing, pour un caissier dans un supermarché ou pour un cadre dans une start-up, tout ça est assez pas forcément égal. Et donc il y a un moment où on peut réfléchir à faire en sorte que la durée du temps de travail soit mieux définie par les branches. Il faut supprimer les 35 heures. Ça fait longtemps qu'on voit que c'est un problème. À la fois, ça coûte cher et à la fois, la suppression ou pas? Aujourd'hui, nous ne la demandons pas ainsi. Nous disons peut-être qu'il faut réfléchir mieux au travers des branches pour définir une durée légale par branche. Vous savez, on est le seul pays européen. On est le seul pays européen à avoir légiféré sur le temps de travail. Bon, il y a peut-être un moment où on peut raisonner différemment. Alors on sait, je suis évidemment que c'est un marqueur très fort. Vous n'êtes pas d'accord avec l'UMP qui dit il faut un retour à 39 heures payé 35. Je vais pas faire de politique. Ceci étant, l'UMP, en tout cas l'ancienne majorité, ont eu 5 ans pour faire ce qu'ils avaient à faire. 6 mois après qu'ils sont plus au pouvoir, ils disent il faut supprimer les 35 heures. Bon, il y a un moment où les chefs d'entreprise, ils ont besoin de cohérence. Donc nous ne disons pas il faut supprimer les 35 heures. Il y a un moment où il faut réfléchir sur l'encadrement du temps de travail. Ça revient également aussi au travail le week-end dont on a besoin. Et un mot sur les stagiaires, vous ne voulez pas de cette proposition de loi là, et c'est encore un marqueur anti-entreprise. Ça veut dire quoi? C'est une méfiance et défiance à l'égard des entreprises. Attendez, il y a 800 000 jeunes chaque année. Limiter le nombre de stagiaires dans les entreprises, c'est une bonne idée ou pas? Moi j'ai 15 salariés dans ma boîte, il faut que j'en prenne 1,5. Ouais, vous pouvez en prendre et alors si j'en prends 2, et pourquoi j'en prendrais pas 3? Parce que je les exploite et que je les paye pas. Attendez, on a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Les stagiaires, ils sont rémunérés autour
aux alentours de 450 €, plus s'ils sont si l'entreprise le souhaite. Alors maintenant, on est en train de créer des contrats. Enfin, c'est ce qu'on est en train de créer. Mais attendez, c'est fait pour accompagner, pour former. Ne tuons pas l'effet positif. Leur donner des congés, c'est une mauvaise idée? Enfin, moi je comprends pas ce genre de choses. Il y a un moment où le jeune il est là pour s'engager, il fait ça généralement c'est sur du temps scolaire. Enfin, vous commencez à mettre en place, ce sont pas les salariés, c'est de la formation. Ne confondons pas les choses. Merci Thibault Langsade. 8h56. Merci à vous.